Laine, ce mot-là, on l'entend pas mal partout, n'est-ce pas? C'est une des plus grandes philosophies d'affaires au monde. Mais voilà le truc. Pour certains, c'est la recette du succès. Performance, qualité, tout y est. Pour d'autres, c'est carrément un cauchemar, une source de souffrance. Alors, la question se pose. Comment est-ce possible? Comment une seule idée peut être à la fois un rêve et un péril? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Bon, allons-y, droit au but. D'un côté, on a la promesse. Et quelle promesse? Performance de pointe, une qualité supérieure, puis une obsession pour donner de la valeur aux clients. C'est le saint Graal, mettons, pour n'importe quel business. Mais il y a un mais. De l'autre côté, on a le péril. On entend des mots comme stress extrême, déshumanisation, des projets qui tournent vraiment mal. C'est ça, le grand paradoxe du Lean. OK, pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce grand écart, il faut commencer par le commencement. On va regarder la promesse du Lean, mais de plus près. Et pour faire ça, on va devoir faire un petit voyage dans le temps. Et vous allez voir, ça remonte à pas mal plus loin qu'on pourrait le croire. Regardez ça. C'est ce que je trouve vraiment fascinant. On pense souvent que le Lean, ça vient de Toyota dans les années 50, puis c'est tout. Mais non, c'est le résultat de siècles de recherche d'efficacité. Pensez-y, au 15e siècle, à Venise, on standardisait déjà des plans pour construire des navires. Ensuite, bien sûr, Henry Ford arrive avec sa production en flux continu, puis l'aviation allemande qui introduit le fameux takt time, le rythme. Toyota, au fond, ils ont été les maîtres pour ramasser toutes ces bonnes idées, toutes ces pièces du puzzle et en faire un système cohérent. Alors, c'est ça le point central à retenir. Le Lean, c'est pas juste une boîte à outils qu'on ouvre aux besoins. C'est vraiment un puzzle cohérent où chaque morceau a sa place. Le but ultime, c'est simple et puissant. Donner le maximum de valeur aux clients en chassant sans pitié tout ce qui ne sert à rien. Tout le gaspillage, l'énergie, le temps, l'argent. Sur papier, là, c'est une idée absolument géniale. Mais si l'idée est si brillante, pourquoi est-ce que ça tourne si souvent au vinaigre? D'où vient ce côté sombre, cette réputation d'usine du désespoir? Bon, c'est le temps de regarder l'autre côté de la médaille. La face cachée du Lean, celle qui fait grincer des dents depuis des décennies. Et attention, la critique, elle ne vient pas de l'externe. Le plus ironique, c'est qu'elle vient de l'intérieur même de Toyota. Imaginez, en 1973, un journaliste japonais, Kamata Satoshi, se fait engager en secret sur la ligne de montage. Ce qu'il a écrit dans son livre Toyota, l'usine du désespoir, ça a fait l'effet d'une bombe. Ça a montré que même chez les inventeurs du système, c'était loin d'être rose. Ça nous dit que les risques, les problèmes, ils étaient là depuis le tout début. Et voilà, on touche au cœur du problème. La critique fondamentale, elle est là. Le Lean, c'est un champion pour éliminer le muda, le gaspillage qu'on peut voir, les pièces défectueuses, les inventaires qui dorment, le temps d'attente. C'est super. Sauf que, dans les applications ratées, on oublie un autre mot japonais tout aussi important, le muri. Et le muri, c'est la surcharge humaine. C'est quand on en demande trop, quand les conditions sont pénibles, quand c'est déraisonnable. C'est exactement là que la belle promesse d'efficacité devient un vrai danger pour les gens. Donc, quand on regarde qui sont les critiques les plus vocaux, c'est pas une grosse surprise. On retrouve qui? Les ergonomes, les médecins du travail, les syndicats, les partenaires sociaux. Bref, tous ceux dont le mandat est de veiller au bien-être des humains dans une organisation. Et leur message, il est pas mal unanime. La course à la performance, quand elle est aveugle, elle a un coût. Un coût humain que certaines entreprises choisissent tout simplement d'ignorer. Alors, on fait quoi avec ça? Deux visions qui semblent irréconciliables. Est-ce que c'est le Lean qui est fondamentalement mauvais ou est-ce que c'est la manière dont on s'en sert qui pose problème? C'est la question à 1 million de dollars. Et cette citation de Roland Wardenegga, qui en a vu d'autres, met vraiment le doigt sur le bobo. Il dit que c'est tentant, c'est facile même, de prendre la boîte à outils Lean, d'appliquer 2-3 trucs et d'avoir des résultats rapides. Wow, super! Le problème, c'est quand on veut que ça dure. Pour ça, juste des outils, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut un vrai changement de culture, de philosophie. Et c'est là que le bas blesse pour beaucoup d'organisations. Et ça nous ramène directement à un personnage clé, W. Edwards Deming, un des grands penseurs qui a inspiré Toyota. Si on regarde ses grands principes, on voit qu'il ne parle pas d'outils, mais de culture. Il parle de quoi? Définir une vision claire, éliminer la peur pour que les gens osent parler des problèmes, casser les silos entre les départements. Tout ça, ça nous montre que la base du Lean, ce n'est pas technique, c'est profondément humain. C'est de bâtir un climat de confiance, de collaboration. Ce qui nous amène à une idée vraiment fondamentale. Dans une approche Lean qui fonctionne, le savoir-être est tout aussi important, sinon plus, que le savoir-faire. On parle de quoi? De respect, d'humilité, de sincérité. Si on n'a pas ces valeurs-là, la fameuse boîte à outils, eh bien, elle est vide. Elle ne sert à rien. Pire encore,
Elle peut devenir carrément dangereuse. Alors, on arrive au point tournant, l'élément qui, au final, fait toute la différence entre le succès et l'échec, entre la promesse et le péril. Et cet élément, c'est le leadership. Dans une culture lean qui marche, tout le monde a son rôle à jouer et c'est super clair. La haute direction, son job, c'est d'incarner la vision, de créer la confiance, de donner le ton. Les gestionnaires au milieu, eux, ce sont des coachs. Leur rôle, c'est d'aider leurs équipes, de retirer les obstacles qui les empêchent d'avancer. Et les gens sur le plancher, en première ligne, ils doivent avoir le pouvoir d'identifier les problèmes et de proposer des solutions. C'est vraiment un travail d'équipe, une responsabilité partagée du haut jusqu'en bas. Et pour les leaders, il y a un principe qui est absolument fondamental, celui du terrain. Le terrain, c'est pas compliqué, c'est là où ça se passe, là où la valeur est créée. Ça peut être sur une ligne de production, dans un centre d'appel, dans une cuisine, peu importe. Un leader lean ne peut pas diriger depuis sa tour d'ivoire. Il doit aller sur le terrain, pour voir de ses propres yeux, pour écouter pour vrai et pour soutenir ses équipes. C'est non négociable. L'auteure de la source qu'on analyse, Karine Vinardi, le dit elle-même à partir de son expérience. Elle a vu des leaders qui parlaient le langage du lean, qui prêchaient le respect, mais dont les actions disaient tout le contraire. Et c'est ça qui tue tout, cet écart entre les belles paroles et les vrais gestes. Ça détruit la confiance et ça transforme une belle promesse en un échec lamentable. L'authenticité des leaders, c'est vraiment la clé de voûte. Si elle n'est pas là, tout s'écroule. Donc pour conclure, le lean, ce n'est ni une recette miracle, ni le diable en personne. C'est un système extrêmement puissant. Et comme n'importe quel outil puissant, tout dépend de la personne qui le tient entre ses mains, de ses intentions et de ses compétences. Alors la vraie question, ce n'est pas de savoir si le lean, ça marche ou pas. La vraie question, c'est est-ce que les leaders sont vraiment prêts à faire ce qu'il faut pour que ça marche? Ont-ils le courage, l'humilité et la discipline pour être les leaders que ce système exige?